très sympa. Alors, quelque part, je suis un peu loin de mes bases, forcément, puisque voilà, j'ai une expérience, comme vous l'avez cité, embarquée majoritairement, et puis après, plutôt sur le côté ingénierie. Donc, euh, voilà, mais je trouve ça super intéressant, super riche de pouvoir partager tout ça. J'ai prévu aussi une petite présentation, donc je vais la partager. Euh, hop, donc normalement, on y est. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est parfait. Ouais, ok. Du coup, je vais commencer par présenter un petit peu le projet sans essayer de trop m'étendre pour qu'on ait le temps de plutôt aborder les sujets qui sont plus propres, évidemment, à l'assurance maritime. Euh, donc, Neoline, c'est une société créée en 2015 par 9 associés. Donc, je me permets de corriger que je ne suis vraiment pas du tout l'unique fondateur. Je ne suis qu'un des membres qui, effectivement, a pris une décision, une position de direction. Mais vraiment, c'est un esprit communautaire très maritime qui nous a réunis. On est beaucoup de marins de commerce, pas que. Mais c'est vrai qu'il y a un tropisme très maritime. Ce qu'on a voulu faire en créant Neoline, c'était essayer de montrer une vision du navire du futur qui soit assez pragmatique sur les technologies parce que justement, on n'est pas là pour développer un laboratoire flottant, on est là pour montrer une autre façon de transporter du fret et on est conscient qu'il y a énormément de leviers entre les mains de l'armateur et c'est l'armateur qui dit ce que doit faire l'ingénieur. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette position d'armateur qui était aussi évidemment dans le domaine que nous connaissions. Donc, notre objectif, c'est surtout d'amener des innovations de service finalement, qui est celle qu'on ambitionne. Et, euh, et donc, on a développé le projet depuis 2015. On a eu l'investissement il y a un an du groupe Sogestran, donc minoritaire dans le projet, mais c'est important parce que le groupe Sogestran, c'est un armateur français créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui est familial, mais qui est le premier armateur fluvial en France et qui se développe beaucoup dans le maritime aussi. Il a aujourd'hui une vingtaine de navires dans le maritime. Donc pour nous, c'est un partenaire extrêmement structurant pour la concrétisation du projet. Alors, notre vision, c'est de proposer des services de transport qui puissent être à la fois industriels, donc transporter vraiment tout type de fret, hein, y compris de grande taille et standardisés, compétitifs, donc ça ne veut pas dire low cost, hein, on est là quand même pour créer de la valeur ajoutée, mais en lien quand même avec le marché, c'est-à-dire pas à des facteurs 10 par rapport à un prix de marché classique du transport. On veut vraiment rester ancré dans le marché. Et puis, zéro émission, donc ça, c'est l'objectif, c'est de montrer une exemplarité là où c'est possible, pour montrer qu'on peut transporter du fret en émettant très peu. Alors, le premier projet de Neoliner, 136 mètres, donc ce sera un navire roulier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a une porte à l'arrière qu'on pose sur le quai et on charge en roulant. C'est une manutention horizontale, très polyvalent. Il sera déjà capable, sur une route transatlantique, d'économiser entre 80 et 90% de la consommation face à un navire de même taille à propulsion classique. Et puis, par la suite, on essaiera de parfaire l'ensemble en allant vers le zéro émission, hein, en terminant le travail, et puis aussi en commençant à aller des côtés un peu plus massifiés, en augmentant la taille, en spécialisant les navires. On pense qu'on pourra imaginer d'ici une dizaine d'années des navires qui vont atteindre, voire dépasser les 200 mètres de long, tout en restant principalement propulsés à la voile. C'est vraiment notre objectif. On est là pour essayer de pousser le curseur au maximum. Notre premier partenaire, ça a été le groupe Renault, un partenaire important, à la fois sur les aspects de transport, mais aussi sur des aspects technologiques, parce qu'il y a ce qu'on voit, les voiles, etc., mais aussi une gestion de l'énergie. Et on travaille notamment avec le groupe Renault pour réutiliser des batteries de véhicules qu'ils récupèrent en seconde vie à bord des navires, ce qui nous semble avoir pas mal de sens. Alors, comment on fait pour économiser autant par rapport à d'autres? Alors, c'est l'avantage d'être armateur, on peut combiner pas mal d'options, pas mal de solutions. Et donc, nous, on ne va pas se comparer forcément à d'autres navires, on va se comparer surtout à d'autres services. Et on va dire que sur un navire de cette taille-là, les vitesses classiques aujourd'hui sont de l'ordre de 15 nœuds. Et donc, avec un navire de cette taille-là, quand on réduit la vitesse commerciale de 15 nœuds à 11 nœuds,
eh bien, on divise par 2 le besoin d'énergie pour un même trajet. Donc ça, c'est énorme. Et c'est bien comme ça, d'ailleurs, que le monde maritime aujourd'hui est en train de gagner petit à petit en efficience. Bah, tout simplement, c'est avant tout en réduisant la vitesse des navires. Alors, ça a évidemment une limite, et c'est vrai que nous, on a choisi d'utiliser les voiles pour faire un apport propulsif majoritaire. Alors, le fait d'aller doucement aide à utiliser les voiles de façon plus efficace, puisqu'on peut faire du routage météo, et ça, c'est la grande révolution hein, du début, enfin, pas du début d'ailleurs, du XXe siècle, qui, notre analyse, nous, de marins, c'est que la voile a cédé la place au moteur au début du XXe siècle, et très progressivement. Hein, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'est fait de façon soudaine, c'est un changement qui s'est fait quand même sur, je dirais, dans les 70 années. Je prends des risques, mais, parce qu'il y a des spécialistes, mais c'est la vision que nous on en a, on va dire, à bord. Et surtout, les vraies raisons que nous, on pense, c'est le problème de la ponctualité. Et pour moi, c'est le vrai problème de la voile au début du XXe siècle. Dans un monde qui s'industrialise, il est plus tolérable d'avoir potentiellement 2 semaines d'écart sur les dates d'arrivée d'un fret qui est attendu pour faire tourner une chaîne logistique, une chaîne industrielle. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a une prévision météorologique qui est disponible partout, tout le temps, qui est de bonne qualité, qui commence à être capable de prévoir des choses jusqu'à 2 semaines, donc à l'échelle d'une traversée. Et en même temps, on peut combiner ça avec des systèmes de simulation qui peuvent vraiment simuler tout un tas de trajectoires et aider l'équipage à faire les bons arbitrages et les bons choix pour justement rester tout le temps en sécurité, tenir les impératifs commerciaux et en même temps moissonner un maximum d'énergie vélique en passant. Voilà, donc c'est un peu cette articulation-là qu'on met en place sur ce premier navire, et on s'attend à ce qu'on ait besoin encore de 10 à 20% d'énergie par des moyens mécaniques de moteur. Donc on aura un moteur diesel sur les premiers navires, couplé donc au système de batterie que j'évoquais, et sur les navires suivants, ce reste-là d'énergie, on essaiera de transférer vers des systèmes zéro émission comme de l'hydrogène et peut-être un peu de panneaux solaires. Et cette énergie, elle reste nécessaire pour les manœuvres portuaires, elle reste nécessaire pour faire l'électricité à bord, puis elle reste nécessaire aussi quand il y a manque de vent. Ça arrivera en été notamment, où il n'y a pas assez d'énergie, donc il faut complémenter un peu. Alors, notre ligne pilote, puisque justement on vient proposer un service, notre première ligne va relier Saint-Nazaire à la côte est américaine, donc il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, puis Baltimore, puis Halifax, retour Saint-Pierre-et-Miquelon, retour Saint-Nazaire. La rotation globale, départ Saint-Nazaire, retour Saint-Nazaire, c'est 30 jours, à cette vitesse de 11 nœuds. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez différent de ce qui existe et aussi différent de ce qui a existé. Et on a choisi l'Atlantique Nord parce qu'il y a beaucoup de vent. Et on a un navire qui est conçu pour être très performant au vent avec des systèmes anti-dérive. Donc, on sera capable de remonter au vent, ce que souvent au XVIIIe siècle, les navires n'étaient pas capables de faire. Donc, il fallait descendre chercher les alizés. Nous, on peut rester dans les courants dépressionnaires qui ont l'avantage d'être plus puissants. On a déjà eu beaucoup de chargeurs qui nous font confiance, hein, qui ont signé des contrats fermes avec nous pour transporter leur fret. Alors, différents types de marchés. Il y a des marchés plus industriels comme Beneteau, Manitou qui exportent une part vraiment importante de leur production dans l'Ouest français vers les États-Unis. Donc pour eux, c'est un enjeu de flux qui est absolument majeur et on va transporter au premier navire la moitié de leur flux et on a pour objectif de mettre rapidement un deuxième navire pour pouvoir prendre en charge l'entièreté de leur flux. Et puis il y a des chargeurs plus conteneurisés comme Michelin, Hennessy et Clarins qu'on a déjà annoncé également, pour lequel notre navire est moins spécialisé, mais qui ont compris que c'est une première étape pour permettre demain l'émergence d'autres services plus adaptés et donc qui nous permettent de compléter le chargement. Alors, les opportunités pour les chargeurs, je dirais qu'elles sont de différents types. Il y a des avantages parce que déjà, évidemment, on va réduire les émissions de façon très forte et puis on a cet objectif de zéro émission. On propose un prix de transport qui est indépendant du prix du baril, hein, donc ça a été dit en introduction, mais effectivement, comme on consommera très peu, on n'a pas besoin d'avoir une couverture à ce niveau-là auprès des chargeurs. Du coup, c'est ça qui est paradoxal, c'est que le vent intermittent, et pourtant, il est plus sûr, il nous permet d'être plus sûr sur les prix, plus stable sur les prix. Et c'est ça, finalement, que je trouve personnellement assez génial. Et on vient proposer des services de proximité. Hein. L'idée, c'est justement aussi
de pouvoir réduire les temps de trajet et les distances terrestres en chargeant plutôt des fret locaux. Et puis, bien sûr, d'amener aussi des avantages d'image. On va essayer aussi de regarder l'ensemble des sujets, c'est-à-dire pas simplement la consommation du navire, mais comment il est construit, quel est son cycle de vie. Et puis, on a un tropisme en tant que marin ou ancien marin, avec sur la partie équipage, sur la partie humaine. Et à ce titre, on se positionne un petit peu de façon décalée par rapport à ce qu'on entend sur les IA et puis le navire autonome, tout ça. Bon, nous, ce n'est pas du tout un domaine qui nous intéresse particulièrement. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est d'amener de la technologie en tant que clé à molette. Voilà. Et les experts, pour nous, surtout pour une petite compagnie, ce sont bien les gens à bord. Et il faut les impliquer. Il faut qu'ils soient capables de prendre quand ça ne va pas. Du coup, il faut qu'ils amènent aussi de la valeur ajoutée quand ça va. C'est des choses qui, pour nous, sont très importantes. Après, il y a des inconvénients à l'usage du vent, hein, ça c'est clair. Nous, on considère qu'on peut les maîtriser et c'est ce qu'on va essayer de prouver. Donc, l'intermittence du vent, on en a parlé. Donc, il y a le routage qui permet d'y faire face. Il y a aussi la propulsion auxiliaire que j'ai également évoquée. Et pour info, c'est une propulsion qui permettra au navire quand même de dépasser les 14 nœuds juste avec son moteur auxiliaire. Et en fait, paradoxalement, c'est ce qui permet de faire plus de vent. Parce que le fait de savoir qu'on peut rattraper un éventuel retard autorise l'équipage à s'éloigner de la route pour aller chercher le vent. Et ça, c'est un élément majeur. On va plus lentement, donc on l'a dit, donc on allonge les temps de trajet maritime. Cependant, comme on n'est plus sur des routes secondaires, on va être en point à point. Et du coup, du point de vue du chargeur, ou de la plupart des chargeurs, c'est sur un transatlantique, ça change quasiment rien. Parce que le navire va faire moins d'escales, il va faire une route plus directe finalement pour les chargeurs qui travaillent avec nous. Et puis, c'est des navires plus petits. Donc, on a un problème d'effet d'échelle, ce qui se ressent notamment forcément sur les prix. Mais du coup, l'avantage aussi, c'est qu'ils sont plus faciles à remplir et donc ils peuvent aussi vivre sur des routes secondaires. Si vous mettez un porte-conteneur à 10 000 boîtes entre Saint-Nazaire et Baltimore, ça ne va pas marcher. Donc, c'est aussi la vitesse plus faible, route secondaire, navire plus petit. Ça fonctionne dans une logique justement de recréer un maillage de route directe entre différents points qui est complètement à contre-cycle de la réalité actuelle qui se massifie. Et bon, c'est un peu notre rôle d'être à contre-cycle. Alors, si on voit un peu plus dans le sujet risque maritime, alors, comme dit, pour moi, c'est un peu. Je ne me suis jamais trop exprimé sur ces sujets-là, mais je dirais que de notre point de vue, usage du vent, il y a quelques enjeux qui sont nouveaux et que j'ai essayé d'organiser selon trois axes. Donc, il y a des enjeux, on va dire, industriels, et notamment vis-à-vis de la construction des navires. La construction des navires, et ça comprend les navires à propulsion vélique, mais ça peut comprendre aussi des navires qui mettent en œuvre d'autres technologies nouvelles. Et donc, on est quand même sur des projets industriels complexes, souvent nouveaux, avec des nouveaux risques. Et c'est vrai que là, je pense qu'il y a des enjeux importants en termes d'assurance parce qu'il faut aider à ce que les différentes parties prenantes soient en capacité de maîtriser tous ces risques de projets industriels compliqués. Et puis souvent, ces projets industriels complexes, et on le voit dans notre projet, mais on sait que c'est le cas dans d'autres projets véliques, ont des répercussions juridiques sur les contrats. Et notamment dans notre cas, la construction du navire va être séparée en deux contrats, un contrat navire, un contrat agrément. Et l'armateur, du coup, est obligé de prendre un risque, et ses financeurs, hein, parce que l'armateur et ses financeurs sont obligés de prendre un risque industriel plus fort sur la construction de ces navires-là que ne le fait aujourd'hui un armateur qui va construire son navire en Chine. Et donc là aussi, il y a des enjeux particuliers. Comment on arrive à faire en sorte de construire des navires qui font appel à des technologies qui ne peuvent pas être réalisées directement par le chantier de construction. Et ça, c'est des choses, je pense, assez intéressantes sur lesquelles je pense que les assureurs pourraient se pencher avantageusement. Ensuite, il y a des risques opérationnels. Alors évidemment, comme on met en œuvre des nouveaux systèmes propulsifs, eh bien, il y a des risques propres à l'usure de ces systèmes, aux dommages et aux dégâts sur ces systèmes. Donc là, clairement, je pense qu'il y a un champ qui s'ouvre pour l'assurance maritime sur comment on peut assurer la continuité d'opération de ces systèmes.
Donc nous, dans notre cas, on a une technologie de voile souple. Donc c'est par exemple la durée de vie des voiles. Pour nous, aujourd'hui, c'est une inconnue totale. Alors ça, du coup, c'est aussi le cas pour les assureurs. Mais c'est vrai que voilà, on a différentes technologies de voiles. Certaines se disent plus durables que d'autres, mais pour autant, les voileries ne s'engagent pas sur ces technologies qui sont plus chères. Vraiment, ne prennent pas de garantie sur la durée de vie des voiles. Donc, quand vous avez un jeu de voile qui coûte sur les technologies les moins chères entre 600 000 et 3 millions d'euros pour les technologies les plus chères, il est évident que le fait de savoir si on va devoir les changer tous les 2 ans, tous les 5 ans, ou si ça peut faire la vie du navire, c'est un enjeu majeur pour le modèle économique de l'armateur. Donc nous, on a pris, on va dire, le moins cher au départ et du coup dont on sait qu'on va les remplacer souvent. Comme ça, quelque part, on, on fait un compromis qui nous va bien. Mais je pense que là, il y a des enjeux. Donc j'ai parlé voile souple parce que c'est un domaine qu'on connaît, mais c'est vrai évidemment pour les nouveaux systèmes qui sortent et qui sont développés par des collègues dans le monde, dans le nouveau secteur de l'usage du vent sur les navires. Après, souvent, on est, voilà, on est beaucoup interrogé sur les risques opérationnels des navires à voile, des grands navires à voile comme ce qu'on veut mettre en construction. Et nous, on considère que paradoxalement, en fait, il y a plutôt moins de risques que sur les navires à propulsion classique, parce que c'est quand même des navires qui ont plus de redondance, puisque comme je vous l'ai dit, il a une propulsion fière qui lui permet d'aller en fait plus vite qu'à la voile, donc il est tout à fait capable de finir un trajet complètement au moteur si c'est nécessaire. Donc il y a une vraie redondance, et puis si jamais il n'y a plus de moteur, bah, il reste les voiles. Le vent, bah, c'est plus stable que le fuel, j'ai dit, il est gratuit et ça ne va pas changer demain. Et vous avez sur la partie de droite un graphique en fait, qui compare 3 navires de taille équivalente. Hein. Le nôtre, c'est en bleu en fonction du prix de la tonne de combustible. Le même navire, mais au fuel à 11 nœuds, c'est la courbe grise. Et le même navire au fuel est en orange. Et à 15 nœuds, c'est la courbe orange. Donc vous voyez quand même la variabilité ramenée au coût du transport final, c'est énorme par rapport au prix du baril. Donc là, nous, on amène justement aussi quelque part une assurance pour les chargeurs. Et puis, il y a énormément moins de risques environnementaux avec des petits voiliers que par rapport à des grands navires à moteur. Vous avez un porte-conteneur de 10 000 boîtes qui s'échoue, il y a un risque de marée noire qui est comparable à un pétrolier. Un porte-conteneur transporte 5 000 à 10 000 tonnes de fuel lourd qui en plus est vraiment extrêmement impactant s'il devait s'épandre. Nous, on va avoir voilà, 200, 300 mètres cubes de gasoil à tout casser. Donc, c'est pas du tout, on a moins de risques environnementaux. Il y a des enjeux de réglementation, je pense. Alors, je ne suis pas forcément à l'aise sur tous ces sujets, mais notamment, on discute beaucoup avec les sociétés de classification qui émettent des nouvelles règles pour justement classifier les navires. Donc, c'est vrai que dans l'articulation entre les assureurs et les sociétés de classification, je pense que les assureurs ont besoin de faire un suivi assez fort. Et puis, il y a une très forte évolution très rapide de la réglementation. Et donc là aussi, c'est des enjeux importants pour les assureurs, je pense, parce qu'il y a des navires qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, qui peut-être demain n'auront plus le droit de naviguer à certains endroits. Et donc ça, je pense forcément des enjeux sur les risques, en tout cas économiques. Alors, je me posais aussi la question éventuellement de nouveaux rôles pour les assureurs, parce que nous, on rencontre, quand on essaie de porter notre projet, donc de mettre en construction, qu'il y a des vraies barrières vis-à-vis des financeurs. Et il y a une barrière, je pense, sociologique sur le fait que un financeur, il va évaluer son risque en essayant d'évaluer finalement la valeur résiduelle de l'actif dans lequel il investit. Donc, quand il achète un navire, il se dit bah, quelle est sa valeur à la revente en seconde main. Comme ça, je sais si jamais tout va mal, ce qui me reste à la fin. Et le problème, c'est que pour ça, il va regarder les historiques. Mais aujourd'hui, les historiques de navires qui ont été vendus il y a 5 ans, 10 ans, ils seront plus du tout valables dans 5 ans, 10 ans, parce que justement, l'environnement réglementaire, il évolue tellement vite. Et donc, évidemment, il ne trouve pas de voilier roulier hein, dans ces historiques. Et en même temps, il est assez facile de défendre qu'un voilier comme le nôtre se revendra beaucoup mieux et plus facilement dans 10 ans qu'un navire de même catégorie, de même capacité,
qui n'a pas de système vélique. Et du coup, il y a une vraie difficulté pour les financiers, et ils l'avouent d'ailleurs qu'effectivement, ils ont une vraie difficulté, c'est que justement, il faut qu'ils arrivent à garder une vision historique, évidemment, mais à l'équilibrer aussi avec une vision prospective. Et peut-être que, alors là, vraiment, je dis peut-être, que les assureurs ont des méthodologies de travail sur la prospective des risques qui pourraient aussi s'appliquer dans des domaines financiers compte tenu de l'évolution rapide du contexte. Enfin voilà, c'est une question un peu ouverte. Et puis, je remarque aussi dans notre projet qu'on n'a jamais eu aucune difficulté dans les discussions avec les assureurs maritimes. C'est-à-dire que on s'est toujours très vite compris en termes de métier, on s'est toujours très vite compris sur les risques liés au navire, et vraiment, alors en tout cas, ça s'est toujours bien passé. On n'a pas eu de questions complètement hors de propos avec l'invocation de risques hypothétiques et fantasmés. On a toujours eu des choses qui étaient très, très bien cadrées. Et du coup, ça me fait penser que les assureurs ont peut-être là aussi des méthodologies d'analyse des risques plus objectives dans le métier, et que ça pourrait aider. Ça pourrait aider à conforter les parties prenantes dans des projets comme ça, pour les phases de construction, évidemment, et puis pour les phases d'exploitation. Et c'est vrai que quand on dit à un financier, bah, voyez, l'assureur, alors ce n'est pas ce dont on dispose, mais je me dis que voilà, si on peut dire à un financier, bah, voilà, l'analyse des risques fait par l'assureur, je veux dire, à mon avis, ça éteint tout un tas de questions de façon peut-être plus efficace que l'armateur n'est en capacité de le faire dans le cadre d'un projet comme ça. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, et puis bah, je vous remercie beaucoup.